à l'Université de Venise, je crois, Ricercatore, Jacopo, bon, à l'Université de Venise. Et il a une double formation que c'est intéressant, non, comme sociologue et comme historien de l'art. Tu veux aller là-bas ou... Ah, d'accord. 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 Et elle a fait de la recherche, aussi enseigné, je dirais aussi mondialement, non, en Angleterre, au Courtauld, Sciences Po, Parsons School of Designs, pour mentionner seulement certaines stations. Et entre 2016 et 2022, elle était directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a travaillé aussi, je vois en Italie, Max Planck, Hertziana, Bibliotheca Hertziana, et il a aussi un HDR, même si il est en France maintenant, en Italie, oui, en Italie, pardon. Et il va aujourd'hui donner une présentation, et maintenant je suis bien avec le titre Sens commun, groupe d'artistes comme expression du commun. Et je te donne la parole et oui. C'est ça le thème? D'accord. Ouais, el mando, Julia. Espera, que lo voy a fichar dans l'écran. Donc, mon intervention va être un peu moins structurée que celle de Julia. Et parce que Paola m'avait parlé de cet événement comme d'un moment de réflexion commune et comment dire, d'échange aussi dans la perspective de peut-être monter un projet. Et donc, je me suis dit, dans ce cadre-là, c'est peut-être plus intéressant de réfléchir autour de certaines questions plutôt que de présenter un truc bien carré, bien fini, qui ne se prête pas forcément à une sorte de développement. Donc, alors, pour la question du commun aujourd'hui, je pense que le premier point que je voulais soulever, c'est quelque chose dont on parle quasiment de façon quotidienne dans la presse généraliste aussi, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas un phénomène complètement nouveau dans les débats et dans le monde de l'art. Avant le Covid, maintenant on a un peu tendance à dire toujours ça, il y a par exemple un artiste qui a présenté des tableaux, des grands tableaux comme vous le voyez, réalisés avec l'intelligence artificielle. Je vous ai mis le lien. Ces tableaux ont été vendus, ont été promus par Sotheby's, et je pense que c'est très intéressant de voir comment, avant que le grand public se familiarise avec cette technologie et commence à se poser des questions, y compris des questions politiques, on va le voir tout de suite, un artiste s'est déjà posé des questions, s'est déjà confronté avec cette nouvelle technologie, et le monde de l'art aussi. Et donc, en fait, si vous allez taper sur le lien, en tout cas voir le descriptif de ces œuvres, c'est très intéressant de voir comment, tout simplement, la technologie est présentée comme un outil assez neutre, voilà, comme un outil qui permet de faire quelque chose de nouveau, de très intéressant. L'artiste présente son travail comme étant le résultat d'une recherche, d'une expérience. Mais aujourd'hui, on voit très bien que c'est un peu plus compliqué que ça et que les images qui vont être utilisées pour alimenter, en quelque sorte, pour entraîner, comme on dit, ces réseaux, l'intelligence artificielle, ont des auteurs. Alors, là, je vous ai mis un peu d'exemples et de points d'interrogation. Alors,
Midjourney, c'est un des plus célèbres. En tout cas, on a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est un outil qui vous permet de devenir des illustrateurs, des artistes avec, voilà, avec un peu de pratique ou de devenir plutôt ce qui est un nouveau terme, des prompteurs. Je pense qu'en français, on n'a pas vraiment de mot, on utilise le mot anglais. Et je vous ai donné des exemples qui ont été réalisés par un ami qui est un écrivain, qui a commencé très tôt à réfléchir, à écrire là-dessus et aussi à pratiquer cette forme d'art. Donc voilà, c'est des exemples, mais il y en a bien sûr bien d'autres. Et c'est aussi de mettre ta réflexion sur l'outil. Hein, le Midjourney 5 a été la nouvelle version. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est par exemple une version qui est caractérisée par le fait que les mains qui ont longtemps posé problème, en fait, sont plutôt bien faites. Mais bon, voilà. Après, il y a sans doute aussi d'autres points où cet outil s'est amélioré. Alors, d'un point de vue politique, d'un point de vue artistique, du point de vue du commun, ce type de travail, de processus soulève des questions, à mon sens, évidentes. Et ces derniers mois, y compris des collègues à Venise, ont abordé ce sujet. Bon, alors, tout simplement, qui est l'auteur de tout ça? Le prompteur, alors là, dans ce cas-là, c'est mon copain Vanni Santoni, c'est les auteurs du logiciel. Les auteurs, c'est les artistes qui ont réalisé les images à partir desquelles on arrive à créer ces œuvres. Donc la question de l'auteur, une question évidemment très, très importante pour l'histoire de l'art, pour le droit, pour la philosophie, hein, les textes célébrissimes de Roland Barthes, de Foucault, etc., s'imposent. Et c'est une question qui se formule d'une autre façon. Parce que là, vous voyez la question de l'auteur, voilà, peut-être qu'il faudrait réécrire des textes, c'est un peu le cas, d'ailleurs, on le fait en partie, qui réfléchissent à la question de l'auteur à l'aune de cette nouvelle technologie. Alors, moi, je n'ai pas de réponse, et je pense que la réponse est très politique, c'est-à-dire la réponse présuppose une réflexion qui concerne la question de la propriété, des droits d'auteur, et des questions plus philosophiques aussi, à qui appartiennent les idées, comment une idée se produit, qu'est-ce que c'est qu'une idée finalement, parce que on en parle souvent, mais ça veut dire quoi, avoir une idée. Et bien sûr, alors là, je vous ai mis une expression qui est assez importante, à mon sens, pour comprendre un peu les dynamiques générées par ce type d'outils, c'est-à-dire l'extraction, hein, le capitalisme extractif, c'est-à-dire, alors, la référence, c'est le capitalisme de l'enrichissement, c'est une référence au livre de Boltanski et Thévenot qui est sorti il y a quelques années, qui conceptualise comment dire, certains aspects du capitalisme extractif, qui est quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc, si vous voulez, donc je me réfère au livre de Boltanski qui est assez clair et aussi, je pense, une bonne introduction à la question de l'extraction qui est quelque chose de plus vaste et complexe. L'enrichissement, qu'est-ce que ça veut dire enrichissement? Bon, dans le sens bien sûr commun du terme, s'enrichir, mais aussi enrichir quelque chose qui est déjà là, ce qu'on fait avec les métaux, par exemple, hein, des métaux enrichis. Et ça, c'est une des questions clés de cette forme de capitalisme, de cette forme de production de plus-value. On ne produit pas quelque chose de nouveau, hein, on enrichit, on donne de la valeur, on produit de la valeur avec des choses qui sont déjà là. Un exemple classique, par exemple Toulouse, les lieux historiques. Les lieux historiques sont déjà là, mais du moment où on arrive à construire des narrations, un imaginaire qui, comment dire, permet
d'augmenter la valeur symbolique culturelle d'un lieu, eh ben, on peut créer de la plus-value avec le tourisme, avec la culture, avec les universités, avec des choses qui sont déjà là, plus ou moins. Après, bien sûr, ça c'est une des idées clés de la gentrification, évidemment. Quelque chose qui est produit de façon commune, hein. Un centre historique, c'est la vie des gens qui ont vécu là-bas, qui ont construit, qui ont fait, qui ont agi, qui ont illustré, qui ont créé des narrations autour de ce lieu, devient un outil pour augmenter, par exemple, les loyers, pour virer les habitants du centre-ville pour avoir des logements Airbnb. Et tout ça, c'est ce que Boltanski définit comme étant de l'enrichissement. Et je pense que c'est très important de clarifier que cette valeur est produite avant tout avec des narrations issues de quoi? Issues de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de la culture, du cinéma, des images, de la littérature. Tout ça contribue à créer de la valeur qui, par contre, est souvent privatisée ou en tout cas canalisée de façon qui est tout sauf que commune. Et je pense que finalement, des outils comme Midjourney posent le même problème. C'est-à-dire, les artistes créent des images qui, de façon assez obscure et parfois sûrement illégale, finissent dans des bases de données qui vont entraîner une intelligence artificielle qui peut créer des nouvelles images, qui peut être bien sûr vendue. Alors, le cas de l'artiste tout à l'heure, bon, c'est un cas, comment dire, un peu anticipateur, mais j'ai aucun doute sur le fait que de plus en plus, on aura des illustrateurs qui commencent à travailler avec ça. Et c'est très bien. Mais bien sûr, la question se pose, qui est l'auteur? Et surtout, comment on redistribue la richesse qui peut être produite avec ces images et ces outils. Alors, je vous ai donné un article qui est sorti en mars autour de ces questions sur le The Guardian, qui est c'est un long read, c'est un article assez long. C'est un bon équilibre entre un texte académique et un texte grand public. Donc, je trouvais que c'était assez utile pour comprendre un peu ces questions. Et aussi un site assez intéressant. Alors moi, j'ai essayé de l'utiliser, ça n'a pas trop marché, mais moi, je ne suis pas très doué avec tout ça. C'est un site qui vous permet, en tant qu'artiste, de savoir si un de vos œuvres a été utilisé et fini dans des bases de données qui sont ensuite allées entraîner des logiciels comme Midjourney. Et dans cet article, il y a une histoire assez intéressante d'une artiste qui fait cette recherche et qui se pose la question, est-ce que I've been trained, est-ce que j'ai été entraîné? C'est assez drôle comme nom. Et finalement, elle se rend compte que, contrairement à ses attentes, ce n'est pas tant ces images d'artistes qui sont finies dans ces bases de données, mais plutôt une image de son corps au moment où il avait une maladie et il a fait des radios et des images d'elle de façon absolument incompréhensible sont finies dans ces bases de données. Et il avait un cancer. Et la chose était très troublante parce que déjà, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça signifie et donc, voilà, forcément, c'est peut-être même encore plus personnel qu'une œuvre d'art. C'est l'image de votre corps, d'une maladie peut-être mortelle qui finit dans des bases de données publiques, ou enfin, en tout cas, dont le statut est assez gris, quoi. Et donc, voilà. Je pense que ces outils sont un très bon exemple de commun. La question du commun, aujourd'hui, est extrêmement actuelle et pose des questions politiques. Hein, parce qu'il n'y a pas une réponse claire et nette, qui est l'auteur, à qui appartiennent ces images. Et je pense que nous, en tant qu'historiens de l'art ou personnes qui s'occupent des images, doivent problématiser ces questions. Alors, un risque, à mon sens, c'est celui de retomber dans l'idée que l'auteur, c'est l'artiste, et les artistes, c'est les exploités. C'est-à-dire,
Ce sont des gens qui produisent des images qui sont ensuite collectées par ces bases de données qui vont entraîner ces outils, ces neural networks. Les artistes, donc, c'est les exploiter, c'est les vrais producteurs, c'est la force du travail. Attention, parce que là aussi, on pourrait reproduire la même réflexion. Mais les artistes sont des canalisateurs d'émotions, énergie, imaginaire qui sont produits collectivement. Alors, encore une fois, c'est pas moi de vous dire comment il faut regarder ces choses, mais je pense que c'est important de bien poser le problème. Alors, pour réfléchir autour de ça, j'ai pris 2 citations. Alors, il y en a une de Tony Negri dans Art et Multitude, qui a une approche, on pourrait dire, spinozienne à la création artistique, c'est-à-dire il n'y a pas d'être supérieur qui ne soit être collectif, qui ne soit être collectif, être pour le communisme. Dans l'artiste, le collectif libère une excédence d'être et le singularise. Alors, l'idée, encore une fois, c'est celle de Spinoza d'une essence commune des êtres qui se singularisent dans les individus avec les attributs. Enfin, c'est une vision assez complexe, en tout cas, peut-être qu'on pourrait dire panthéiste, mais sans un dieu. En tout cas, dans l'interprétation de certains auteurs, et que je partage une idée profondément étrangère, une vision hegelienne de positivité, négativité, synthèse comme une sorte de moteur de l'histoire. Au contraire, chez Spinoza, il y a cette idée d'une substance partagée par tout le monde qui est Dieu, mais enfin bon, c'est un Dieu pas religieux, qui se singularise dans les êtres. Et Negri, qui d'ailleurs est un des philosophes qui a interprété Spinoza dans les années 80, qui a essayé de fusionner marxisme et Spinoza, emploie un peu les catégories de Spinoza pour comprendre la création artistique. Et je trouve que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Et pourquoi pas, hein, on peut bien sûr considérer l'artiste comme une sorte de moment privilégié peut-être où quelque chose de commun se manifeste mieux, se manifeste de façon plus complète, sans doute, mais voilà, quelque chose de commun. Alors, l'autre citation, je l'ai trouvée en anglais, donc je l'ai laissée en anglais, est tirée de l'idéologie allemande, d'un texte de 1846 de Marx et Engels. C'est encore le Marx un peu romantique, un peu le Marx de la jeunesse, le Marx avant le célèbre manifeste du Parti communiste, qui se lie peut-être avec ce dont Julia a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une vision assurément étrangère à la division du travail comme quelque chose d'étant en soi aliénant, donc non pas de peintres, non pas des gens spécialisés, des professionnels de l'art, mais une créativité qui soit distribuée dans le social, diffusée. Et voilà, donc l'artiste, dans cette idée, qui est une idée peut-être romantique, peut-être marxiste, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout dans cette comparaison. L'artiste, en tant que professionnel de la création, est déjà en soi une figure de la privation. De quelle privation? De la privation de la créativité dans le social. C'est-à-dire, le social est privé à travers la division du travail. On n'a pas, pour dire la chose de façon simple, on n'a pas le temps, l'énergie pour faire de l'art, mais on a quand même des artistes. Et les artistes ne singularisent pas forcément, mais ils arrivent à extraire ces énergies et à les privatiser. Alors, c'est une critique, bien sûr, des artistes, mais surtout une certaine idée d'artiste comme professionnel, comme spécialisé, comme professionnel de l'art, qui, encore une fois,
à mon sens, se lie assez bien à la discussion autour du commun quand on pense à l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'artiste comme figure de la privation, en tout cas comme trace d'une privation de la créativité dans le social. Et pourtant, donc, je trouve que c'est très important aussi de voir que l'artiste est aussi la figure de l'artiste telle qu'elle se développe au 19e siècle, peut-être même avant, mais je dirais au 19e siècle, c'est un outil pour penser la société. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut garder absolument. C'est-à-dire, toute critique de l'être artistique, de la création artistique, doit se mesurer avec le fait que le monde de l'art, et avec sa dimension métaphorique, permet des réflexions qui vont bien sûr au-delà du monde de l'art. Hein. Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Alors, si par exemple, ça c'est encore une fois l'idéologie allemande, c'est une critique de Max Stirner, c'est un penseur, un des fondateurs de l'anarchisme individualiste. Marx et Engels prennent l'exemple d'un artiste, à l'époque célèbre, Horace Vernet, en disant, si, parce que dans l'idée de l'unique et sa propriété de Max Stirner, il y a cette idée de l'unicité de l'être et de l'être humain qui n'est pas forcément cantonné à la question artistique, mais qui peut bien sûr se transposer, et quelqu'un qui possède ces idées, qui est le seul propriétaire de ces idées, et qui est bien sûr l'ennemi de l'État, l'ennemi de l'Église comme étant des institutions qui ont vocation à imposer des règles, à imposer une morale, une éthique. Et donc il faut aussi bien sûr historiciser le texte de Stirner, mais dans le cadre de la critique que Marx et Engels font de ce travail, de cet ouvrage, vous avez un exemple très intéressant. C'est-à-dire, ils emploient un artiste, le travail d'un artiste, pour critiquer quelque chose qui n'a pas forcément lien avec les arts, mais qui est une vision de l'être humain. Alors, ce type de parallèle vous montre d'emblée que en 1846, déjà, les artistes leur permet de parler de l'humanité, du travail, de l'être humain, des idées. Pourquoi, par exemple, vous voyez, c'est pas évident. Pourquoi on prendrait un artiste pour critiquer cette vision? Parce que l'artiste, déjà à l'époque, et c'est sans doute une des caractéristiques du romantisme, est présenté comme une sorte d'être humain par excellence. Le travail artistique n'est pas un travail comme les autres, et ça, c'est même Marx qui voit ça comme ça. C'est pas un travail comme les autres, c'est un travail qui héberge en soi une sorte de métaphore. Hein. Le travail artistique est un travail qui vous parle du travail en général. Et pourquoi? Quelle est la spécificité du travail artistique? À mon avis, aucune. Et pourtant, ces dimensions métaphoriques, romantiques, très problématiques, à mon sens, est un outil important à sauvegarder, parce que ça vous permet, et ça nous permet, vu que je pense que la plupart d'entre nous travaillent un peu dans ce domaine, de, avoir un discours qui va au-delà de la spécificité du travail artistique, qui est, à mon sens, un travail comme les autres. Mais pas tout à fait. Et cette idée du travail artistique comme étant un travail qui incarne une sorte de métaphore et l'artiste comme un être humain par excellence, vous la retrouvez aussi dans les années 50 et 60, au moment où des groupes d'artistes commencent à travailler collectivement en donnant au travail collectif une valeur éthique et politique. Alors, encore une fois, mais pourquoi? Quel est le sens? Pourquoi les artistes s'octroient ces sortes de droits de parler de l'humanité? Pourquoi un groupe d'artistes élabore un discours sur le travail? Et pourquoi un groupe je sais pas, de serveurs ne serait pas à mesure de faire la même chose? Ça, c'est l'héritage romantique de notre culture, mais nous aussi, on voit, je pense en partie, les artistes comme étant des figures qui peuvent, de façon explicite ou implicite, incarner
l'humanité. Voilà, encore une fois, je répète, très problématique, mais je pense que c'est un outil important à sauvegarder. Alors, au moment où ces groupes apparaissent, ce sont des petits groupes d'artistes, souvent formés par 5, 6, 7 plasticiens, souvent que de mecs, mais des fois, il y a aussi des femmes, notamment dans le groupe T, mais c'est une exception. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que les réseaux d'artistes ont toujours existé dans l'art, les ateliers ont toujours existé, mais des groupes d'artistes où on abolit la division du travail, c'est-à-dire chacun est censé faire la même chose que les autres, et on partage un atelier, il y a pas, on refuse l'idée d'un leader. Alors ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Hein, donc, vous voyez, c'est un peu ça le sujet auquel j'ai consacré un livre qui s'appelait voilà, Individuals Against Individualism. Parce que je trouve que ces groupes d'artistes, si on regarde bien ce qu'ils font, on lit leurs textes, on comprend qu'en fait, ils sont là pour, comment dire, ils élaborent quelque chose qui n'a pas vraiment existé dans l'histoire de l'art. Enfin, il y a des exceptions, il y a des groupes, et Julia, dans son livre, un site sûrement certain, mais c'est quelque chose d'assez, comment dire, marginal. Alors que dans les années 60, ce phénomène apparaît, on le voit en Europe et pas que, dans plusieurs contextes, avec un discours qui est parfois assez uniforme. Il y a des différences locales, bien sûr, mais en même temps, il y a une idée commune. Et ben, l'idée commune, c'est que les groupes d'artistes incarnent un modèle de société différente, qui ne s'identifie pas avec le monde libre, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on pourrait peut-être appeler le monde occidental, de fait l'Europe occidentale et les États-Unis, mais tout en étant étranger aussi au bloc socialiste de l'époque. Donc, ce sont des groupes d'artistes qui essaient d'élaborer une vision du monde, une vision du travail, de l'être humain, qui est à la fois pour l'individu, mais contre l'individualisme, pour les collectifs, mais contre le collectivisme au sens socialiste du terme à l'époque. Encore une fois, des artistes qui prétendent incarner la société. Alors, c'est un geste arrogant, c'est un geste un peu absurde, si vous voulez voir les choses d'une façon marxiste, par exemple, et pourtant, cet héritage romantique, à mon sens, c'est un héritage qui nous permet d'élaborer un discours intéressant. Et donc, même la mise en scène de leur même, vous voyez, est un outil pour voir cette idée ou cette éthique. Le refus d'un leader, là, par exemple, c'est le groupe Spur, c'est un groupe allemand qui lit un texte à la télé. Et je trouve que la mise en scène du groupe est intéressante parce que même s'il y a quelqu'un qui lit un manifeste du groupe, il n'est pas face à la caméra. D'une certaine manière, comment dire, il refuse la position du protagoniste de la scène, qui en fait un peu ce que le groupe même théorisait dans ses textes. Donc, ce sont des images voilà, construites aussi pour vous raconter une société différente. Après, bien sûr, il y a aussi la question de la technique, comme vous voyez. Donc, je ne sais pas, si vous voyez une image comme ça, vous ne penserez peut-être pas qu'ils sont des artistes, parce qu'il n'y a pas que, parce qu'il n'y a pas d'outils associés à l'art. Alors, le troisième point de mon intervention, c'est lié bien sûr à la question des artistes et des collectifs. Et d'ailleurs, je vais revenir sur le groupe Spur, mais le troisième point consiste à vous montrer des œuvres qui, de fait, thématisent la question du commun. De façon différente, il y a des spécificités, bien sûr, que je vais un peu gommer dans ma discussion, mais à mon sens, d'ailleurs, comme Julia le disait tout à l'heure, c'est important de vous présenter un peu, comment dire, un parcours et une narration qui tisse des liens qui nous intéressent aujourd'hui pour réfléchir à la question du commun. Alors là, vous avez un artiste absolument extraordinaire, très peu connu, y compris en Italie. C'est un artiste italien, c'est un artiste antifasciste qui a combattu le fascisme dans la rue tout d'abord,
puis en tant qu'artiste, et qui est ensuite parti en Espagne pour rejoindre les brigades internationales. C'est un artiste anarchiste qui écrit, comment dire, comme beaucoup d'anarchistes autour de 17, 18, 19, qui célèbre également la révolution d'octobre et qui s'identifie aussi au communisme des bolcheviks, mais autour de 1920. Ici, je vous présente des images tirées d'une exposition qu'il organise en Italie. Alors, la Biennale de Monza devient ensuite la Triennale de Milan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une expo qui existe toujours, très important pour le design, l'architecture. Tout d'abord, c'était une expo à Monza qui est pas loin de Milan, et dans les années 20. Et dans les années 20, en 23, le fascisme est déjà au pouvoir, hein, à partir de 22, grosso modo. Giandante X, hein, qui est un peu comme Malcolm X, mais le X pour nier ses origines familiales et pour se présenter comme comment dire, quelqu'un qui est anonyme, qui n'a pas, qui nie les liens biologiques pour s'adresser à la société comme étant un individu. Dans son cas, et contrairement à celui de Malcolm X, c'était aussi une façon de nier ses origines bourgeoises. Il venait d'une famille de commerçants de Milan. Et il présente des maquettes. Il était formé comme étant comme architecte, mais après, il est surtout un artiste. Il présente des images, des maquettes de bâtiments, des images d'agite-propre sur la droite. Ça se voit à peine, mais c'est un peu tout petit. Et il signe les deux salles dont il est en charge comme étant le nuclei architecte. Donc, nuclei, c'est un groupe, architecte, sculpteur, peintre. OK. Mais en fait, c'est que lui. Et je pense que la question est très importante ici, parce que dans les années 20, le mouvement communiste a souvent revendiqué cette idée de création collective. Je vous ai mis la citation de Brecht pour évoquer un contexte. Alors, j'étais un peu long, donc je vais vous montrer cette image. Comuna. L'image est sortie de l'exposition. Intéressant parce que comuna, le mot n'existe pas en italien, donc c'est du latin. Je ne sais pas, c'est une référence aux maisons communes, aux unions soviétiques, c'est une référence au village, je ne sais pas. On pourrait creuser un peu. 21. Ça m'a fait tout de suite penser à cette œuvre de Bruegel, hein, que vous connaissez sans doute, c'est le pays des cocagnes, où là aussi vous avez la terre comme si c'était le ciel. Hein. C'est une vision de matérialisme radical, d'immanence très, très fascinante. Et là aussi, vous avez la terre et la question du commun et de la richesse commune. Une autre image du groupe Spur qui fait un peu le lien avec la question de l'artiste. C'est qui un artiste? L'individualité, la personnalité individuelle. Oui, mais en fait, c'est que Hans-Peter Zimmer vous montre, c'est que ça, c'est le profil de Hans-Peter Zimmer. Il est formé par des individus. Vous voyez qu'il y a des têtes et des corps. Ce sont les situationnistes. Donc, la question de l'individu, comment dire, est à débattre dans un groupe, dans ce cas, c'était les situationnistes allemands, qui essaient de repenser l'individualité créatrice. Et vous le voyez aussi dans cette image, dans cette affiche d'une exposition, hein, le corps commun des 4 artistes de Spur. Il y a la question du Léviathan, mais bon, ça demandera du temps pour élaborer un peu. Un autre exemple, c'est le dernier, Equipo 57, qui fait partie de ce groupe, comme je disais tout à l'heure, qui essaie de donner forme à une société différente et notre éthique dans l'Espagne de Franco et à Paris. Enfin, c'est un groupe assez éparpillé finalement. Et ça, c'est une caricature d'un autre artiste, un peintre, Arroyo, qui lui aussi va créer de façon collective. C'est une caricature, c'est un petit dessin
il a l'air banal et pourtant, à mon sens, c'est un dessin qui vous montre une idée de société différente, qui se lie aussi avec Julia a présenté, c'est-à-dire ici vous avez le travail manuel, le travail intellectuel, le jeu, la fête, le vin. Donc c'est une image qui se lie, à mon sens, à cette idée de Signac, de comment dire, d'une société où et qui se lie bien sûr à la citation de Marx de tout à l'heure, c'est-à-dire une société qui dépasse la division du travail, où chacun peut toucher à tout, hein, où l'harmonie se produit aussi à travers les arts, ce qui n'est pas, il n'y a pas une vraie négation du travail, hein. Il y a de la lecture, du jeu, du travail, et une sorte de plénitude du sensible qui se produit et qui demeure un peu l'objectif de cette qui lie d'une certaine manière à cet imaginaire. Voilà, je m'arrête là, comme ça on aura du temps après.